Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire proposé par BPI France Création intitulé « Comment financer un projet de reprise d'entreprise ». Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Guillaume Malvoisin, je suis responsable des contenus sur la transmission et reprise d'entreprise du site BPI France-création.fr. Alors, BPI France-création.fr, c'est le site de référence en matière d'information et d'orientation des porteurs de projets en phase de création, développement, mais aussi de reprise et de cession d'entreprise. Donc, j'ai le plaisir d'organiser et d'animer ce webinaire avec à mes côtés 3 experts du financement de projets de reprise d'entreprise. Jérôme Giroux, directeur associé du cabinet Fortea, cabinet spécialisé en finance et reprise d'entreprise. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Également Sandrine Leclerc qui sera parmi nous, responsable crédit chez BPI France. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour Sandrine, donc vous êtes à la direction de BPI France Île-de-France, vous occupez de la partie Est de tout ce qui est financement et garantie. Nous avons aussi à nos côtés Mélissa Nabé-Moreno, directrice chez Réseau Entreprendre Région Hainaut. Bonjour Mélissa. Merci de participer à ce webinaire et d'intervenir pour nous expliquer le parcours d'accompagnement des repreneurs de Réseau Entreprendre. Et nous avons également… On vous entend plus. Je crois qu'il y a eu un petit bug là. Bon, je crois que c'est bon. On est reparti. OK. Donc, et nous avons également le plaisir d'accueillir 2 dirigeants d'entreprise. Pierre-Yves Lambelin, vous êtes président de la société Euroinfo, ancien candidat à la reprise d'entreprise, et vous témoignerez de l'accompagnement dont vous avez bénéficié par Réseau Entreprendre. Merci de votre présence. Et également Benoît Schill, gérant du groupe Valengreen, membre de Réseau Entreprendre, également accompagnateur de repreneurs. Vous avez accompagné Pierre-Yves dans son projet de reprise de l'entreprise Euroinfo et vous nous expliquerez tout le parcours d'accompagnement de Réseau Entreprendre. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et merci pour votre participation. Donc, en préambule, rapidement, BPI France-création.fr, c'est, je le répète, le site de référence en matière d'information et d'orientation des porteurs de projets en phase de création, développement, reprise d'entreprise et cession d'entreprise notamment. Donc, vous y retrouvez des contenus experts, des méthodes, des fiches techniques, des outils pour entreprendre. Toutes les étapes de la reprise d'entreprise sont présentes sur le site. Vous pouvez retrouver également un Pass Entrepreneur qui est une sorte de bureau virtuel pour les porteurs de projets dans lesquels vous retrouvez des informations sélectionnées en fonction de votre profil, un outil de business plan gratuit en ligne, des orientations personnalisées vers les réseaux d'entreprendre et des outils pratiques, ainsi que bien entendu toute l'actualité sur l'entrepreneuriat que vous retrouverez sur le site, des témoignages de repreneurs, des interviews d'experts et tout l'agenda des événements. Rapidement, si on resitue, c'est important de resituer l'étape du financement dans les étapes d'un projet de reprise d'entreprise. Donc, effectivement, on voit que c'est la 8e étape dans le projet de reprise d'entreprise. Donc, je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que ça prendrait trop de temps, mais rapidement, effectivement, il faut quand même préparer son projet, se préparer personnellement, définir sa cible, rechercher une entreprise. Donc, c'est l'étape généralement qui est la plus longue, la recherche d'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a trouvé des entreprises, il va falloir prédiagnostiquer l'entreprise, sélectionner la cible, rencontrer le cédant, recueillir un max d'infos auprès du cédant, estimer, négocier le prix, formaliser vos premières négociations avec une lettre d'intention, puis lancer vos audits pour confirmer des diagnostics et enfin réaliser, bâtir votre business plan qui est nécessaire pour pouvoir rechercher des financements et des garanties. Et enfin, négocier les actes, le protocole d'accord et le closing qui est l'acte de cession définitif. Et enfin, les 100 premiers jours qui sont très importants dans un projet de reprise d'entreprise puisqu'il faut conforter le chiffre d'affaires et appliquer le plan d'action, rassurer les salariés, etc. Donc, sans business plan, avant de démarrer, quand même quelques aspects techniques. En bas à droite de l'onglet chat, vous avez un onglet questions
je vous invite donc à poser vos questions dans cet onglet-là et les intervenants pourront y répondre. Alors, en termes de sommaire, donc le sommaire, tout d'abord, nous aborderons un premier chapitre sur les éléments indispensables devant figurer dans un business plan, donc les 9 têtes de chapitre indispensables. Deuxièmement, nous aborderons comment renforcer votre apport personnel. Donc, Jérôme, vous interviendrez sur les solutions pour renforcer, compléter l'apport personnel. Il y aura entre-temps un témoignage de Mélissa et de Pierre-Yves et Benoît qui nous expliqueront le parcours de Réseau Entreprendre ainsi que comment obtenir un prêt d'honneur, le Sésame. Le troisième chapitre, ce sera vers qui vous tournez pour emprunter de l'argent. Donc là, on abordera toutes les questions pour comment emprunter de l'argent, que ce soit auprès du cédant en termes de crédit vendeur, banque et autres. Et en quatrième chapitre, nous terminerons, nous ferons une conclusion sur toutes les solutions de financement et de garantie de BPIFrance qui viennent compléter tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, ce sera au tour de Sandrine d'intervenir à ce moment-là. Donc, sans business plan, point de financement, effectivement. Donc, comment faire son business plan de reprise d'entreprise? Donc, le premier chapitre, effectivement, c'est l'executive summary. Il faut savoir que vous allez être face à des interlocuteurs, des banquiers, investisseurs et autres qui n'ont parfois pas le temps de lire tout votre business plan. Donc, il est important, en tête de chapitre, enfin, le premier chapitre, de faire un executive summary qui est la synthèse de votre business plan en première page. Ensuite, la présentation du repreneur, très important. Il faut qu'il y ait une adéquation entre votre projet et votre situation personnelle, vos compétences, votre apport personnel, bien entendu. Ce n'est pas tout d'avoir un apport conséquent si derrière, vous n'avez pas forcément les compétences pour assurer la pérennité de la reprise de l'entreprise et convaincre un banquier que vous êtes en capacité de reprendre l'entreprise. Ensuite, votre projet de reprise d'entreprise. Donc là, effectivement, c'est tout ce qui concerne les modalités de reprise. Ensuite, la présentation générale de la cible, donc tout ce qui concerne l'historique de l'entreprise, l'organisation générale, la clientèle, donc une présentation de la clientèle que vous reprenez, la politique commerciale, les moyens d'exploitation humains, etc. La présentation, bien entendu, des produits et des services, un 5e chapitre, de l'entreprise que vous reprenez, bien entendu. La présentation du marché, de la concurrence, votre stratégie de développement de la cible, puisque dans la présentation du marché découle la stratégie de développement de la cible, puis enfin le dossier financier avec la présentation financière de la cible, donc tout ce qui concerne le passé de l'entreprise. Généralement, on présente les 3 derniers bilans, 3 derniers comptes de résultats de l'entreprise, une analyse du chiffre d'affaires, de la rentabilité, enfin, des ratios clés pour démontrer que la structure que vous reprenez est in bonis, en bonne santé financière. Et ensuite, on se projette vers le futur. Et là, on présente un dossier financier prévisionnel avec un compte de résultats à 3 ans, un tableau de flux de trésorerie, un plan de financement prévisionnel et le plan de financement de l'acquisition. Voilà. Ensuite, en 9e chapitre de ce business plan, vous présentez un calendrier. Dans ce calendrier, c'est tout le rétro-planning, toutes les étapes de la reprise. Et enfin, en 10e chapitre, ce sont des annexes. Et là, vous allez aborder, par exemple, votre CV de repreneur, une étude de marché détaillée, un dossier financier plus détaillé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le dossier à constituer avant de rechercher des aides, des financements. Voilà, il faut séduire le banquier et pour ce faire, constituer un dossier de business plan solide pour être convaincant. Guillaume, je me permets en préambule, avant de partir sur la partie suivante. Il y avait une petite question sur le business plan, là, ce qui était de dire, effectivement, est-ce qu'on ne le fait pas, on n'y réfléchit pas avant, bien entendu. Hein. Ce qu'on vous expose, c'est la formalisation des choses. C'est comme pour le financement, si vous voulez. Ça, certes, on va aller voir les banquiers après avoir signé des actes juridiques, une lettre d'intention ou un protocole. Mais bien entendu, tant sur le business plan, les perspectives que sur le montage financier, on doit bien sûr y réfléchir avant de faire une offre au cédant. Ça paraît assez évident,
puisque c'est Tout pas à fait. une offre pour laquelle on se rendra compte ultérieurement qu'elle n'est pas finançable ou que le business plan ne permet pas de rembourser le crédit. Tout à fait. Généralement, le business plan, on commence à l'élaborer au moment de l'évaluation, une fois qu'on a rencontré le cédant, au moment de l'estimation de l'entreprise, concomitamment à l'estimation de l'entreprise, on fait un business plan en parallèle pour s'assurer que on approche une valeur dite finançable. Hein. Exactement. Et de toute façon, le business plan, il commence avant de formaliser les premières négociations, mais effectivement, le prix va être réévalué à plusieurs moments du parcours du repreneur. Donc, le business plan devra être revu en fonction des audits effectués, des négociations et des marges de manœuvre. Voilà. Donc, effectivement, le business plan, il commence dès le démarrage du projet, mais il sera amené à être modifié en fonction des négociations obtenues. Donc, sans business plan, point de financement, deux sources de financement. Si on rentre dans le vif du sujet, on a les fonds propres, donc comment renforcer les fonds propres et vers qui se tourner pour emprunter de l'argent. Jérôme, du coup, est-ce que vous pouvez nous détailler toutes les solutions pour renforcer votre apport personnel ou renforcer les fonds propres? Oui, Guillaume. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va aborder 5 thématiques. Alors, on en a mis 6, mais les investisseurs et les obligations convertibles sont un petit peu similaires. Donc, il y a 5 sources qu'on peut évoquer de manière assez usuelle pour renforcer les fonds propres, pour avoir des fonds propres dans une opération de reprise. Ce sont 1, les apports personnels, 2, ce que j'assimile à des aides de l'État, et on parlera uniquement d'une seule aide particulière. La troisième, c'est ce qu'on appelle la trésorerie excédentaire, c'est-à-dire l'argent qui est dans l'entreprise que vous souhaitez racheter. Et donc, quand vous rachetez l'entreprise, vous la rachetez avec, ça s'appelle la trésorerie excédentaire. Ensuite, quand on n'a pas suffisamment d'apports, on a des investisseurs financiers, donc on en parlera. Et pour finir, on parlera rapidement du prêt d'honneur et Mélissa prendra le relais sur ce sujet-là. Concernant les apports personnels, et ça rejoint une question qu'il y a eu dans le chat un petit peu au départ, là, dans les questions. Aujourd'hui, il est extrêmement compliqué d'envisager une reprise d'entreprise sans apport. Ça, c'est assez usuel sur le marché, tout le monde vous le dira, sauf dans des cas assez particuliers. Donc, globalement, il faut avoir de l'apport financier. Les ratios assez standardisés, et ça reste des généralités, c'est 30% d'apport et 70% d'endettement. Sachant que dans l'apport, ce n'est pas forcément de l'apport personnel, c'est ce qu'on appelle les fonds propres au sens large, donc tous les points qu'on va évoquer dans la présentation. L'apport personnel, c'est quoi concrètement? C'est de l'argent qui est sur votre compte bancaire. On ne peut pas financer des projets de reprise avec de l'immobilier ou des choses comme ça qu'on donne en garantie. C'est quand même assez extrême comme solution. Donc, il est important que les repreneurs qui ont un projet aient vraiment des liquidités disponibles sur leur compte. Ces liquidités, c'est normalement le fruit d'une vie de travail et des épargnes qu'on a pu avoir. Et puis, ça peut être aussi dans des cas un peu plus particuliers, ce qu'on appelle généralement dans le milieu de la reprise le love money. Donc, c'est en fait l'épargne dont vous disposeriez par rapport à vos familles ou vos amis qui seraient amenés à vous prêter de l'argent pour l'opération de reprise. Donc, tout ça, c'est vos apports personnels. C'est nécessaire pour une opération. On vous donne un ratio un peu généraliste de 30%, mais qui est un petit peu la tendance du marché, qui peut, dans certaines opérations, être un peu plus important ou légèrement inférieur et dépendra essentiellement de la capacité de remboursement de l'entreprise que vous allez acheter. Ensuite, vous avez une deuxième aide. Alors ça, c'est pour les repreneurs qui sont allocataires du Pôle emploi. Il y en a en général une grande partie, puisqu'en fait, le projet de reprise suit en général une période de rupture professionnelle. Faut savoir qu'au niveau du Pôle emploi, vous avez une aide qui s'appelle l'ARS, qui vous permet en fait de cumuler vos droits Pôle emploi qui vous restent jusqu'à l'échéance et d'obtenir cette partie-là en versement de trésorerie. Alors attention, ce n'est pas la totalité, puisque le Pôle emploi, je crois, de mémoire, doit prendre 45% des droits restants dus. Et ces 45% sont versés sur votre compte en 2 fois. La première fois lors de la création de la holding, en général, de reprise, et la deuxième fois au bout de 6 mois. Donc, ça vous fera un apport supplémentaire en trésorerie. Ce n'est pas forcément un apport très important, puisque à l'origine, vous avez 50% de 45% de vos droits restants dus.
Donc, on est sur 22% des droits restants dus. Ce n'est pas des montants très significatifs dans certains cas. Et c'est pour ça qu'il y a une autre solution pour les repreneurs qui permet, alors non pas d'avoir plus de trésorerie en amont, mais en tout cas d'alléger les premières années de reprise, c'est le fait de maintenir ses droits Pôle emploi. C'est-à-dire qu'un repreneur d'entreprise ou créateur d'ailleurs, quand il crée ou reprend une entreprise, peut ne pas se rémunérer sur l'entreprise et Pôle emploi continue de verser les allocations. Donc, c'est ce que font un petit peu la plupart des repreneurs que je peux voir sur le marché aujourd'hui. Ce n'est pas une solution de trésorerie immédiate, encore une fois, mais ça vous permet d'alléger post-reprise, on va dire, la trésorerie de l'entreprise. Troisième solution qu'on évoque assez régulièrement, puisque c'est des questions qui se posent dans les reprises, c'est qu'est-ce qui se passe si l'entreprise que j'achète demain, elle a beaucoup de trésorerie. C'est ce qu'on appelle la trésorerie excédentaire. Et bien, ce qui va se passer, c'est que le jour de l'acquisition, la trésorerie qui est disponible sur les comptes de l'entreprise, vous allez l'utiliser pour le montant. C'est-à-dire que vous achetez une entreprise qui va valoir X, il y a Y de trésorerie, en gros, que vous allez payer en plus de la valeur de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette trésorerie dans le montage via ce qu'on appelle une distribution de dividendes. Donc, le jour de la cession, l'argent qui est dans l'entreprise, vous versez un dividende à votre holding à vous, et avec cet argent-là, vous le reversez au vendeur. C'est un montage qui est connu des acteurs de la transmission, qui ne pose pas de difficulté. Le gros point de vigilance qu'il faut avoir sur ce sujet-là, c'est que cette partie de trésorerie que vous utilisez dans le montage ne doit jamais mettre en difficulté l'entreprise. C'est important puisque ça a des conséquences importantes pour vous en tant que repreneur derrière. Donc, il faut vraiment calibrer le bon montant et c'est vraiment un travail très difficile puisque vous vous doutez bien que dans les négociations, entre le vendeur et l'acquéreur, on n'a pas forcément les mêmes points de vue sur ce qu'on appelle la trésorerie excédentaire puisque ça vient en plus du prix qui est demandé par le vendeur. Donc, le vendeur a tendance à l'augmenter un petit peu quand l'acquéreur a tendance à le minorer pour sécuriser l'avenir. Du coup, j'appuie ce que tu dis, Jérôme, puisque les dossiers des banques, je les vois régulièrement au travers de la contre-garantie. Quand on parle de trésorerie, on est d'accord, hein, on parle de réserve distribuable hein, au niveau des fonds propres. Hein. Une société qui aurait un besoin en fonds de roulement négatif, qui disposerait de la trésorerie, ce n'est pas de la trésorerie distribuable au sens des réserves, en fait. Hein. Exactement. Donc, généralement, dans toutes les entreprises de commerce, généralement, effectivement, la trésorerie qui est dans le bilan n'est pas forcément une trésorerie excédentaire et distribuable. Une fois qu'on a fait tous ces sujets-là, et avant de parler du prêt d'honneur, il y a une dernière solution pour renforcer vos fonds propres qui sont ce qu'on va appeler au sens large les investisseurs financiers. Donc, dans cette présentation, on va aborder 3 thématiques particulières. La première, ce sont ce qu'on appelle les business angels, donc, qui sont des réseaux organisés la plupart du temps d'investisseurs. Donc, vous avez une association qui est assez connue qui s'appelle France Angels, qui réunit tous ces investisseurs. Généralement, vous avez une association par département. La particularité de ces gens-là, et à mon sens, ils sont moins adaptés à une reprise d'entreprise puisque ce sont des investisseurs qui sont plutôt sur de la création et création de start-up en général, avec des orientations métiers particulières dans certains réseaux. Donc, ce n'est pas vraiment les gens les plus adaptés puisqu'ils ont l'habitude, eux, d'être sur de la création et des start-up. Pour une reprise d'entreprise où on est plus dans un métier en général assez traditionnel de reprise d'entreprise. Le deuxième réseau, enfin la deuxième solution dont on parle assez régulièrement depuis quelques années maintenant, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc, crowdfunding, c'est le financement par les foules, entre guillemets, donc par vous comme par toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Chacun peut investir quelques euros sur un projet qui lui tient à cœur ou qui l'intéresse via quelques plateformes qui existent aujourd'hui. On a mis cette slide-là pour évoquer un petit peu les modalités d'intervention. Donc, il y a 3 façons d'intervenir en crowdfunding. Il y a les crowdfunding pour le don, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à un projet, donc c'est assez atypique. Souvent, on les met aussi en préfinancement, c'est-à-dire que les gens qui sortent des produits ou donc vont préfinancer la vente d'un produit. La deuxième partie, c'est le crowdlending, donc le prêt classique comme un banquier en quelque sorte. Et le dernier point, c'est les fonds propres où on investit comme un investisseur financier. Alors, on ne va pas passer longtemps dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet essentiel dans la transmission d'entreprise aujourd'hui, c'est la confidentialité. Tous ceux qui ont eu affaire à une reprise d'entreprise ou un projet de reprise, normalement, une des premières choses que vous signez avec un vendeur potentiel, c'est un accord de confidentialité dans lequel vous vous engagez à ne pas divulguer à qui que ce soit les discussions que vous avez. Donc, autant vous dire que pour aller mettre un dossier, une société en reprise d'entreprise sur Internet, dans les plateformes, sans divulguer le nom de la société,
c'est relativement complexe. Donc, pour moi, ce n'est pas un mode de financement qui est adapté, sauf dans les cas très particuliers où le repreneur a le droit de communiquer sur le nom de la société, ce qui est encore extrêmement rare. Donc, ce n'est pas un financement très adapté. Le dernier sujet qu'on voit assez régulièrement, ce sont pour les opérations de taille importante, les fonds d'investissement. Donc, les fonds d'investissement, on a plusieurs typologies de fonds. Encore une fois, il y a énormément de fonds d'investissement sur la place. Et il y a les très, très gros que vous pouvez entendre, notamment dans les médias et les choses comme ça. Et puis, il y a aussi des fonds de taille plus modeste, qui sont souvent des fonds régionaux, qui vont accompagner des repreneurs d'entreprises qui ont des projets, on va dire, à taille humaine, mais qui restent des projets significatifs en termes de montant. Globalement, un fonds d'investissement a du mal à intervenir à moins de 200-300 000 euros d'investissement auprès de vous. Et en général, il est minoritaire dans ces cas-là et il ne met rarement plus que votre mise. Donc, autant vous dire que si vous avez 50 ou 100 000 euros pour investir, en général, c'est très compliqué d'être accompagné par un fonds d'investissement. Les fonds d'investissement interviennent à partir de 2, 3 ou 400 000 euros de fonds propres pour les repreneurs. Donc, ce n'est pas forcément une solution qui est très utilisée sur la majorité des reprises, puisqu'on est des reprises à taille un peu plus humaine de manière générale. Les plus importantes peuvent utiliser des fonds d'investissement. Quand un investisseur intervient à vos côtés, il intervient de deux manières. Premièrement, il va mettre du capital et deuxièmement, des obligations convertibles, c'est qu'il va vous prêter de l'argent et en fonction de critères, soit vous lui remboursez cette partie-là, soit il va le convertir en action également pour devenir actionnaire un peu plus majoritaire que ce qu'il était. Donc, tout ça, c'est des montages assez techniques. Les fonds d'investissement, il n'y en a pas un nombre très important pour les montants que j'ai évoqués avec vous, donc 2, 3, 400 000 euros. Vous avez en général 2, 3 ou 4 fonds par région en France, qui sont souvent des fonds régionaux et souvent des fonds filiales de banque. Après, au-delà d'1 million d'euros pour les projets les plus significatifs, là, vous avez beaucoup de fonds sur la place de Paris notamment. C'est un autre sujet, mais ça concerne très peu de repreneurs, je pense, aujourd'hui. Et globalement, quand vous travaillez avec des fonds d'investissement, il faut vraiment avoir à l'idée un point important, c'est que ces gens-là sont là pour faire une plus-value, c'est l'objectif, et qui vont vouloir revendre leur participation dans 4, 5 ou 6 ans ou 7 ans. Ce qui veut dire qu'il faudra que vous rachetiez leur participation. Donc, ça veut dire refaire un financement bancaire en plus. Donc, ça veut dire des projets de reprise avec des fonds d'investissement qui vont durer sur une dizaine, douzaine d'années de crédit bancaire, puisque vous avez un premier crédit qui va faire entre 5 et 7 ans et le deuxième qui permettra de racheter leur participation. Je ne vais pas m'étendre plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce n'est pas, encore une fois, des sujets qui sont utilisés par la majeure partie des repreneurs. Et enfin, dernier point qu'on a mis là, et je vais laisser après la parole à Mélissa, c'est les prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur, il faut juste savoir que c'est des prêts qui vous sont octroyés à titre personnel. Donc, ce n'est pas prêté à l'entreprise. Donc, c'est vous qui empruntez à titre personnel et cet argent, vous le réinjectez dans la société de reprise ou dans votre ligne d'acquisition. Donc, on parle de principe qu'il est accordé, entre guillemets, sans garantie personnelle quand on pense à la caution, bien entendu, mais ça veut aussi dire que comme c'est un prêt personnel, vous êtes engagé à le rembourser quoi qu'il arrive normalement. Les montants, Mélissa complétera mes propos, mais ils sont entre 10 et 80 000 euros. Alors, c'est des montants très larges que je donne là. Pourquoi ? Parce que généralement, ça va dépendre de la taille du projet de reprise et souvent du nombre de salariés. Quand vous avez un projet de reprise où il y a peu de salariés, les prêts d'honneur ne donnent pas des gros montants. Quand vous avez beaucoup de salariés, vous pouvez monter à des montants importants. Et enfin, dernier point, la durée entre 1 et 7 ans en général et l'intérêt, entre guillemets, de ce financement, en dehors de ce que va nous exprimer Mélissa dans l'accompagnement, c'est aussi le fait qu'il soit, entre guillemets, gratuit sans intérêt. Et pour finir, il y a 2 plateformes qui sont connues pour les prêts d'honneur, Initiative France, qui est une émanation de la Chambre de commerce, et le réseau Entreprendre. Et je laisse la parole à Mélissa pour nous présenter le réseau Entreprendre. Peut-être répondre à une petite question avant, Jérôme. Oui. J'ai une question d'un participant. Pourquoi le vendeur ne récupère pas sa trésorerie excédentaire ? Alors, ça peut être le cas, ça va dépendre des cas de figure globalement. C'est un sujet qui ne se posait pas avant la flat tax, la flat tax qui est arrivée il y a quelques années maintenant à 30%, parce que en fait, le dividende à l'époque, avant flat tax, était taxé à l'impôt sur le revenu, alors qu'en termes de cession d'entreprise, quand un vendeur vendait son entreprise, il avait des exonérations, notamment quand il partait à la retraite. Aujourd'hui, le sujet est un peu plus compliqué à traiter puisque est arrivée la flat tax qui permet d'avoir une imposition à 30%, que ce soit sur un dividende reçu ou sur une cession d'entreprise.
Et il y a un ancien dispositif d'exonération des plus-values qui existe encore en cas de cession d'entreprise départ à la retraite. Donc, en gros, si votre vendeur est bien préparé et qu'il a vu un fiscaliste, il pourra vous donner la meilleure solution pour lui, hein, pas pour vous, mais pour lui. Est-ce qu'il récupère la trésorerie avant et il paiera 30% de flat tax dessus, ou est-ce qu'il fait de la plus-value en vendant ses titres? Voilà. Et ça va aussi dépendre du fait qu'il ait une holding ou pas. Donc, encore une fois, plein de cas de figure. Mais encore aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises avec de la trésorerie excédentaire à vendre. Donc, peut-être que les vendeurs sont mal informés, mais en tout cas, on en voit encore beaucoup. Du coup, vous avez répondu à 2 questions en même temps. La fiscalité de la remontée des dividendes. Alors, dans le cas d'une reprise, la fiscalité de la remontée de dividendes, elle est de… seul 5% du dividende versé est imposé. Comme on a un impôt à 25% maximum, on est sur un 25% de 5%. Donc, ça fait 1,25 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, dans le cas d'une holding. Super, merci Jérôme. Du coup, on va passer au réseau Entreprendre, l'offre d'accompagnement du réseau Entreprendre. Mélissa, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le réseau Entreprendre? Le réseau Entreprendre, effectivement. Le réseau Entreprendre, alors si tu peux passer peut-être la slide, Guillaume, comme vous le voyez, représente aujourd'hui 15 000 chefs d'entreprise qui sont bénévoles et dont la seule ambition est de faire réussir les entrepreneurs ambitieux, c'est-à-dire qu'ils vont pérenniser et créer de l'emploi sur les territoires. Réseau Entreprendre, c'est un mouvement national et même international. Et pour ma part, je dirige donc Réseau Entreprendre Hainaut, qui est l'un des petits points que vous voyez tout en haut, dans les Hauts-de-France, qui fait partie d'un ensemble, puisqu'aujourd'hui, il y a 126 implantations présentes dans 10 pays différents et qui vous permettront forcément de trouver une association locale proche de chez vous. Donc Réseau Entreprendre, le sujet de la reprise est un sujet central, très clairement, puisque nous avons acquis depuis plus de 36 ans maintenant une véritable expertise en la matière. À titre d'exemple, chez Réseau Entreprendre Hainaut, par exemple, l'année dernière, c'est 80% des projets accompagnés qui étaient des projets de reprise d'entreprise. Et tout ça est possible parce que dans notre communauté, nous avons beaucoup de repreneurs qui sont légitimes pour vous accompagner, qui sont passés par là et dont, je pense qu'on peut dire, l'expérience vaut de l'or. Alors, quand on dit vous accompagner, qu'est-ce qu'on entend exactement et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous, futurs repreneurs, vous allez avoir la possibilité d'entrer dans le programme START de Réseau Entreprendre qui est dédié aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise avec 2 composantes majoritaires. La première, effectivement, qui est financière, et je vais commencer par là puisque c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, qui est la partie prêt d'honneur. Donc, chez Réseau Entreprendre, nous octroyons des prêts d'honneur qui vont de 15 à 50 000 euros, qui, comme l'a dit Jérôme, sont des prêts qui sont faits à titre personnel pour vous permettre de gonfler vos fonds propres et de jouer les effets de levier nécessaires auprès des organismes financiers, que ce soit des banques, des investisseurs ou les différents financements que vous allez aller chercher. Ce prêt d'honneur, il est donc mis soit en capital, soit en compte courant, selon les besoins que vous allez avoir. Il est sans intérêt et sans garantie, mais je ne reviens pas sur la garantie personnelle qui a été évoquée. Je voulais juste préciser également sur la partie prêt d'honneur qu'effectivement, France Initiative fait exactement le même produit, que ces produits sont complémentaires et qu'ils sont également complémentaires au dispositif prêt d'honneur création reprise, donc sous l'acronyme PHCR qui est porté par BPI, puisque à la fois et Réseau Entreprendre et France Initiative sont des opérateurs de ce dispositif. Donc, à partir du moment où vous avez un prêt dans l'une de ces structures, vous avez a priori la possibilité de venir solliciter la BPI pour un prêt d'honneur création reprise. Si je résume cette partie prêt d'honneur, vous avez donc à votre disposition 3 acteurs, Réseau Entreprendre, France Initiative et BPI à travers le PHCR, qui vont vous permettre d'obtenir ces prêts d'honneur, qui vont vous permettre de muscler vos fonds propres ou vos quasi-fonds propres et donc d'avoir un apport plutôt conséquent pour vos financiers.
Si je passe maintenant sur la deuxième partie de l'accompagnement réseau entreprendre, qui est notre métier, notre force au quotidien, c'est véritablement l'accompagnement humain de nos porteurs de projets, de nos repreneurs d'entreprise, qui va se décomposer en deux parties. Une première partie individuelle, et je ne vais pas forcément développer largement cette partie, puisque Pierre-Yves et Benoît nous témoigneront de ce sujet suite à mon intervention. Mais pour résumer simplement, il s'agit d'un repreneur qui va être accompagné par un chef d'entreprise expérimenté, certainement repreneur à ses heures perdues, avec qui il va manger avec un tiers de confiance, complètement désintéressé et profiter évidemment de son expérience. C'est un accompagnement qui dure 2 ans et qui est entièrement gratuit puisque tout est fait à titre de bénévolat chez Réseau Entreprendre. Le deuxième accompagnement est collectif puisqu'il s'agit de réunir une fois par mois tous les lauréats d'une même promotion pour échanger entre pairs qui vivaient la même expérience à l'instant T, avec les réussites, les échecs, les problématiques, les euphories qui sont propres aux porteurs de projets, et donc de pouvoir cette fois-ci grandir ensemble véritablement en tant que dirigeant d'entreprise. Et si je devais synthétiser véritablement ce que vous allez retrouver chez Réseau Entreprendre, c'est de lutter contre la solitude du dirigeant, qui existe bel et bien, qui n'est pas un mythe. Et donc, si j'avais vraiment un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est n'hésitez pas, poussez la porte d'un réseau entreprendre. Vous allez certes avoir la partie financière, mais surtout la partie accompagnement qui est non négligeable. Voilà. Alors, pour illustrer ce propos, je vais laisser la parole à Pierre-Yves et Benoît, respectivement lauréats et accompagnateurs, tous les deux repreneurs. Oui, bonjour à tous. Benoît Schill, donc j'ai 52 ans. Après une vingtaine d'années comme cadre dans le monde industriel, je suis repreneur d'un plombier chauffagiste en 2010. C'était une société qui avait 20 salariés et qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai été lauréat en 2010 du réseau Entreprendre, et donc à la même place que Pierre-Yves. Et j'ai moi-même bénéficié d'un accompagnement qui m'a beaucoup apporté. Voilà. Bon, depuis, là, sur la slide, vous le voyez, j'ai construit un groupe là, qui comporte à peu près 120 salariés, d'accord, et qui fera cette année environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et bon, pour la petite histoire, la dernière acquisition de juillet 2021, j'ai bénéficié d'un prêt croissance avec BPI. Voilà. Et donc, dans la continuité de mon engagement avec le réseau Entreprendre, après mon accompagnement et quelques années d'expérience, j'ai commencé à accompagner des lauréats. J'ai donc accompagné 2 lauréats avant d'accompagner Jean-Yves à côté de moi, à qui je passe la parole. Bonjour, moi je suis Pierre-Yves, et donc Pierre-Yves Lamblin, je suis le dirigeant de EuroInfo. Et effectivement, dans tout ce qui a été dit, je me retrouve vraiment beaucoup parce que je suis le parfait produit de tout ce qui vous a été expliqué avant. Donc moi j'ai 44 ans, j'ai repris EuroInfo en octobre 2018, donc ça fait 3 ans et demi maintenant que j'ai repris ça. Et cette reprise, j'étais avant ça 16 ans, je fais une école de commerce et j'étais 16 ans dans un groupe américain Xerox où j'ai occupé des fonctions des opérations. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de tenter l'aventure entrepreneuriale et donc je me suis lancé. Et pour boucler mon financement en fait de reprise, j'ai bénéficié à la fois des prêts BPI, de la contre-garantie et aussi des prêts Réseau Entreprendre et Val Initiative. Enfin, écho à ce que Mélissa me disait. Donc voilà. Mais en fait, l'objet de mon témoignage aujourd'hui, c'était plus de revenir sur la partie humaine que le réseau m'a apporté durant ce temps-là. Parce qu'en fait, la première chose, c'est qu'au moment où on fait le grand saut vers l'entrepreneuriat, ce qui est difficile, c'est de tester son projet. Parce que nous, on est dans l'euphorie, on a envie que les choses se fassent et on est quelque part un peu aveuglé par cette idée de reprise. Et ne serait-ce que déjà passer en commission avec le réseau et dans les différents réseaux pour tester son projet, tester son produit. Je me souviens déjà qu'à l'époque, Benoît, à côté de moi, m'avait embêté sur la croissance et sur
sur les perspectives que je voulais mettre en œuvre. En tout cas, ça m'a permis de challenger mon projet et ça c'était plutôt bien. Et puis après, l'autre point qui est hyper important, c'est que moi j'ai fait all-in. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais sur la table pour reprendre cette boîte. Et quelque part, je pensais être prêt avec un environnement personnel et familial qui me permettrait de pouvoir ne pas subir la pression, de ne pas subir la solitude du dirigeant. Et en fait, on se rend compte que dans ces moments-là, en fait, on se retrouve très très vite très seul. Et puis, on est confronté à prendre des décisions qu'on n'est pas habitué, même dans les grands groupes. C'est-à-dire, est-ce que je recrute pas? Quelles sont les conséquences sur mon plan de trésorerie? Quelles sont les conséquences sur le remboursement de l'aide senior? Est-ce que je licencie? Pour quelles raisons je licencie ou pas? Bref, c'est des questions qui sont très bêtes, mais qui vous mangent la tête et qui sont vraiment, qui moi en tout cas, je vous dis, m'ont écrasé pendant les 2 premières années. Alors, c'est super de reprendre des boîtes, c'est génial, c'est super de pouvoir prendre toutes ces initiatives, mais il faut être entouré et je ne peux que trop remercier encore le réseau Entreprendre du soutien qu'ils m'ont apporté. Donc, Pierre-Yves, Benoît vous a accompagné avant le projet de reprise et après, il continue à vous accompagner. Ouais, non, alors Benoît était par hasard dans la commission de la reprise pour tester mon projet. Et puis, il s'avère que une fois qu'on est au réseau, qu'on a le lauréat, qu'on a repris, j'ai fait donc les commissions mensuelles avec ma promo 2018 où c'était super ambiance. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir à se retrouver parce qu'en fait, on vit la même chose et on partage ensemble ces retours d'expérience qu'on a, nos peurs, nos craintes et aussi tout l'enthousiasme qu'on a à manager ces projets. Et puis après, il y a Benoît qui est devenu mon parrain en fait, dans le cadre du réseau. Et alors la partie parrain, elle est un peu différente parce qu'on se voyait tous les mois autour d'un déjeuner où on faisait un peu un point sur le tableau de bord, la feuille de route qu'on s'était fixée. Et ça permet quoi? Ça permet de prendre du recul. Ça permet aussi d'avoir quelque part de valider les décisions, en tout cas d'échanger avec Benoît sur les décisions que j'allais prendre, savoir ce que lui en pensait, avoir en fait un vrai effet miroir sur la façon dont on construisait la boîte, dont on avançait. Est-ce que ça avait du sens pour lui aussi, qui était, pour moi, je l'ai dit, Benoît, j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est à deux aujourd'hui, mais j'apprécie beaucoup le mentorat de Benoît parce que typiquement, moi, ce qu'il a fait en 12 ans, là, c'est très inspirant pour moi. Et, ça vous a permis ça vous a permis de crédibiliser votre business plan auprès des banques, notamment de le confirmer. Oui, la crédibilisation auprès du business plan, ça c'est la phase 1, j'ai envie de dire, c'est quand on va voir les réseaux et qu'on teste son business plan, son projet avec les comités d'engagement au sein de l'initiative et de réseau. Et au démarrage, votre apport personnel était de combien en pourcentage par rapport au prix de cession? De 20%? 30%? Non, il n'y a pas de magie. En tout cas, moi, c'était en 2018. Il n'y avait aucune magie. C'était un tiers d'apport. Un tiers d'apport, donc 30% du prix de cession en moyenne à peu près. Et ensuite, vous avez sollicité un prêt d'honneur à taux zéro, sans garantie. Ouais, alors, après, j'ai sollicité un prêt d'honneur. Après, Mélissa, on peut donner les montants. Moi, j'ai réussi avec. Je vais vous donner ce que j'ai eu, mais. J'ai eu 30 000 euros de la part de Réseau Entreprendre, j'ai eu 40 000 euros de la part de l'initiative. Et il y a aussi un dernier prêt d'honneur que j'ai réussi à avoir qui est Total Développement, où j'ai également eu 40 000 euros. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cumuler plusieurs prêts d'honneur. On peut cumuler plusieurs prêts d'honneur. Voilà, c'est ça. Donc en tout, j'ai eu 100 000 euros. Donc ça, c'est au niveau des fonds qui arrivent. Au niveau des fonds propres. Ensuite, au niveau de l'endettement, vous avez sollicité des prêts aussi, un prêt bancaire. Après, j'ai payé cash parce que je suis pété de thunes. Non, c'est pas vrai. J'essaie de reconstituer, si vous voulez, vos ressources pour avoir je vais expliquer. Bien sûr que en fait, j'ai pu bénéficier en fait j'avais un peu d'argent parce que j'ai pu bénéficier d'un plan de départ un PSE, quoi, donc j'avais un peu de cash.
Et forcément, après, j'ai joué l'effet de levier à 200%. Et il s'avère que la cible que j'avais, alors, c'était pas une question d'argent. Moi, j'ai cherché une entreprise qui me plaisait, que j'avais envie de reprendre. Et en fait, il s'avère que la cible était, le montant, de la valorisation pardon, de la cible était très conséquente. Donc, j'ai dû aller vraiment à fond dans les ressources que j'ai mobilisées. Donc, j'ai mobilisé toutes mes ressources. Ensuite, j'ai mobilisé la banque et aussi BPI qui m'a financé, quoi. Via le contrat de développement de transmission de BPI France. Voilà, c'est ça. Vous avez bénéficié notamment d'un différé qui vous a permis. Et effectivement, et alors ça c'est top, ce que je voulais dire, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, ce qui est génial avec BPI, c'est que c'est une banque, mais les 2 années en fait, de différé vous permettent de respirer et de ne pas être tout de suite pris à la gorge. Moi, dans ce qui me concerne, enfin, Mélissa, elle connaît le sujet par cœur parce que j'en ai parlé, j'en parle très librement, mais sur des montants de reprises qui sont tendus, la pression financière peut vite être étouffante. Du coup, ça permet de diluer le risque. Ça permet de différer le risque. C'est pas diminuer, mais en tout cas, ça permet de mieux dormir. D'avoir la trésorerie, mais aussi c'est un cofinancement, le contrat de développement de transmission de BPI France, à côté des banques on intervient. Du coup, merci. Ouais, Guillaume, je voulais juste rajouter quelque chose. Il faut bien voir, si on représente bien le réseau Entreprendre, d'accord, on se situe après le fait que la personne est rachetée, d'accord. Donc, on arrive dans la phase de production. Hein. Pour que ça soit bien clair pour tout le monde. D'accord. Donc, l'importance de s'entourer. Voilà, la réussite d'un projet, c'est la capacité à s'entourer. C'est ce que vous avez fait et que le réseau Entreprendre propose aussi pour ne pas rester isolé. Et en fait, après, enfin, je vous souhaite, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, mais donc j'espère à tous que vous allez devenir des entrepreneurs émérites. Mais en fait, on se rend compte aussi qu'il y a une dimension quand on devient entrepreneur, on change un peu de vie. Moi, j'avais autour de moi plein de salariés, plein de gens de bon niveau, des professions libérales, etc. Et ça, je pensais naïvement que je n'allais pas du tout être exposé à la solitude du dirigeant. En fait, si, parce que c'est difficile de parler. Nous, on est à fond dans la boîte. Moi, je bossais tout le temps. J'avais vraiment ma tête qui était prise par ça. Et c'est difficile de parler avec des gens qui ne sont pas aussi impliqués que nous dans la boîte. Et donc, avoir Benoît, c'était mon souffre-douleur. On peut se reposer et parler librement et sans aucun tabou, enfin, en disant les choses clairement. C'est toute cette bienveillance et cette écoute active qui permet de traverser les moments un peu de doute. Hein. Merci Pierre-Yves pour ce témoignage. Et Benoît. Merci beaucoup. Guillaume, je te coupe 2 secondes. Est-ce que tu peux couper ton micro quand tu ne parles pas parce qu'il y a un écho un peu insupportable qui résonne. Du coup, on va passer vers qui vous tournez pour emprunter de l'argent. Jérôme, si vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît, sur les solutions pour emprunter de l'argent. Pas de souci. Donc là, on a vu toutes les solutions un petit peu pour renforcer ses fonds propres. On a un petit peu parlé avec les témoignages des financements. L'idée, c'est que quand on a calibré un petit peu ses fonds propres, on va essayer de réfléchir comment organiser son endettement. Le tout étant lié principalement à la capacité de remboursement de l'entreprise qu'on souhaite acquérir. Il y a 3 sources qu'on met dans l'endettement qui sont 1, le crédit vendeur, 2, les établissements bancaires, bien entendu, et puis on fera un petit focus avec Sandrine sur BPI France. Le crédit vendeur, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? En fait, le crédit vendeur, c'est un outil assez simple et qui était peu utilisé, enfin moins utilisé jusqu'à la crise Covid qu'on a vécue. C'est en fait votre vendeur qui fait le banquier en quelque sorte. Ça veut dire qu'une partie du prix qui a été convenu avec lui sera payée en différé dans le temps. Donc, il fait une sorte de banquier sur une partie du prix. Alors, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec la période un petit peu compliquée qu'on a vécue au Covid et puis avec la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec malheureusement les événements en Ukraine qui font apparaître des potentielles difficultés dans les valorisations. Donc, voilà. Donc, le crédit vendeur, c'est votre vendeur qui vous fait le banquier. La rémunération, quand on en parle, c'est toujours au cas par cas. Donc, c'est à discuter avec lui. C'est la négociation, encore une fois.
La durée, c'est également la même chose, c'est une négociation. Il faut juste savoir que si c'est pour faire un crédit vendeur sur une courte durée, 1 an ou 2, ça ne va pas être une bonne idée dans votre plan de financement puisque, un petit peu comme on l'a eu dans le témoignage, les 2 premières années sont un petit peu plus compliquées, donc ça donne un peu de souffle d'avoir BPI en financement. Mais si on veut le remplacer par un crédit vendeur qu'il faut payer sur 2 ans, ça va être compliqué pour le repreneur. Donc l'idée, c'est d'avoir des crédits vendeurs, si on arrive à le négocier sur des durées assez longues. Aujourd'hui, moi, sur mes opérations, on arrive à avoir une partie de crédit vendeur sur 5 à 7 ans. Et dans de rares cas exceptionnels, même des crédits vendeurs qui sont payés après 7 ans, c'est-à-dire après l'échéance de la dette bancaire. Voilà. L'essentiel de la problématique quand on fait un crédit vendeur, c'est que le vendeur va vous demander une garantie d'être sûr d'être payé quoi qu'il arrive, parce qu'il va se dire que si malheureusement votre reprise ne se passe pas aussi bien, cette partie d'argent, il ne le touchera jamais. Et souvent, c'est son avocat qui s'en charge. Et donc, c'est là où ça commence à être compliqué parce que la seule solution pour garantir un crédit vendeur aujourd'hui qui semble acceptable par les parties, par le côté vendeur, c'est souvent la caution personnelle, malheureusement. Donc, souvent, on commence à en discuter et puis, de temps en temps, malheureusement, cet outil disparaît du plan de financement. Ensuite, vous avez les banques. Alors, ce qu'il faut savoir sur les établissements bancaires aujourd'hui, c'est qu'on a un environnement concurrentiel relativement limité, puisqu'on a quelques établissements, moins d'une dizaine en France aujourd'hui. Donc, ce n'est pas non plus un marché très dense. D'autant plus qu'il y a un réseau qui s'appelle le groupe Société Générale avec le Crédit du Nord qui est en train de fusionner. Donc, ça va faire un réseau complémentaire en moins. Donc, voilà, vous avez des acteurs assez limités en nombre avec des modèles économiques un peu différents puisque vous avez d'un côté les banques généralistes et nationales que sont la BNP, LCL, Société Générale notamment. Et vous avez des modèles un peu plus, on va dire, mutualistes, entre guillemets, aux régionaux, tous les autres groupes comme le Crédit Agricole, Caisse d'épargne, Banque Populaire notamment. Voilà, donc c'est des modèles qui sont un petit peu différents, avec des approches un peu différentes des dossiers. Donc c'est intéressant d'aller solliciter un petit peu tous les acteurs pour voir lequel vous convient le mieux. Une chose qui est importante également, c'est que les banques sont, à savoir, c'est que les banques sont organisées en 2 réseaux. Donc vous avez d'un côté ce qu'on appelle le particulier professionnel, donc toutes les agences de quartier, et de l'autre côté l'entreprise. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Et la séparation entre les 2 réseaux, c'est un petit peu compliqué puisque ça va dépendre de chaque banque et c'est souvent exprimé en chiffre d'affaires. En général, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-dessus de 3 millions de chiffre d'affaires, vous êtes géré en centre d'affaires entreprise. Et en dessous, entre 1,5 million et 3 millions, c'est un petit peu au cas par cas. Et en dessous d'1,5 million, en général, c'est en agence de quartier. Encore une fois, si je vous dis ça, c'est pour ne pas vous perdre votre temps dans votre démarche au niveau des banques, puisque si vous allez en agence pour un dossier de 5 millions d'euros, ça va être très compliqué. Et inversement, si vous voulez aller à la centre d'affaires d'entreprise pour un petit dossier, il risque de ne pas avoir l'habitude de traiter ce taille de dossier. Et puis, je fais un petit focus actuel sur le marché bancaire qui est pas simple. Les banques continuent de travailler et d'accompagner les entrepreneurs de manière générale. Il n'y a pas de sujet là-dessus, y compris sur la reprise d'entreprise. En revanche, il y a une vigilance accrue aujourd'hui, tant sur l'historique Covid que sur ce qui passe malheureusement en Ukraine aujourd'hui avec les impacts matières premières. Donc, il n'y a pas de sujet sur l'accompagnement à ce jour, de mon point de vue, sur le marché bancaire. Ils sont là pour les reprises avec une vigilance accrue et probablement, il faut s'attendre à une remontée des taux d'intérêt dans les semaines qui viennent, très probablement. Voilà ce que je peux vous dire sur le petit contexte. Globalement, un banquier, quand vous leur apportez votre business plan, il va regarder 4 critères pour voir s'il vous accorde sa confiance et qu'il vous finance. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, on ne reviendra pas longtemps dessus, c'est l'apport minimum. On vous demandera 20, 30, 40%. Ça va dépendre un petit peu de la taille du dossier et de la capacité de remboursement de l'entreprise. Une généralité à 30 est communément admise. Le deuxième sujet, c'est que dans le cas d'une reprise d'entreprise et de titre de société, je parle bien de titre de société et pas de fonds de commerce, le banquier va regarder le résultat net. Pourquoi? Parce que l'entreprise que vous allez acheter doit verser un dividende pour rembourser le crédit d'acquisition. Donc, il va regarder le résultat net. En général, il essaye de se baser sur quelque chose qu'il connaît, c'est-à-dire l'historique de l'entreprise, plus finalement que sur le futur, tout en conservant à l'esprit qu'en ce moment, malheureusement, le futur est assez particulier. Donc, en gros, le banquier va se baser sur l'historique. Il va regarder par rapport aux bénéfices combien vous pouvez remonter de dividendes. Le standard de marché, mais encore une fois, c'est des règles un peu générales qu'on vous donne, c'est 70%. Donc, une entreprise qui gagne 100 000 euros par an, un banquier va considérer qu'elle peut rembourser 70 000 euros de crédit. Voilà un petit peu les critères. Troisième point, et j'en ai un petit peu parlé, c'est l'historique de l'entreprise. Il est évident qu'une entreprise qui n'est pas rentable dans l'historique va être difficilement finançable, voire impossible à financer.
Donc, il va vraiment falloir se baser sur un historique et s'assurer aujourd'hui, dans le contexte actuel, que les perspectives ne seront pas dégradées dans le futur. Ce qui n'est pas évident, effectivement, compte tenu des incertitudes. Le prévisionnel, on va dire qu'il est regardé par les banquiers, mais de manière marginale, puisque le banquier n'intégrera pas généralement de forte croissance dans le business plan, sauf des cas très particuliers, et je pense notamment à la croissance externe, qui n'est pas forcément l'objet. Et le dernier sujet qui reste quand même très important, et encore plus aujourd'hui, c'est le parcours professionnel du repreneur, puisqu'un banquier a une tendance à aimer favoriser les entrepreneurs qui connaissent le métier dans lequel ils rachètent. Ce n'est pas forcément toujours le cas. On peut bien sûr changer un petit peu de métier. On peut des fois faire le grand écart, mais un banquier est très vigilant sur ce sujet et il est d'autant plus vigilant que le métier est technique, puisque pour remplacer le cédant qui part, il faudra avoir des compétences techniques et que l'entreprise est petite, puisque plus l'entreprise est petite, plus ça sous-entend que le vendeur faisait un peu tout dans l'entreprise. Donc voilà. Donc c'est des points de vigilance très forts que le banquier va regarder. En termes d'intervention, un financement d'acquisition de titres, mais en général également de fonds de commerce, pour ceux qui veulent reprendre des fonds de commerce, c'est souvent sur une durée de 7 ans aujourd'hui. Ça ne dépasse pas les 7 ans, c'est une règle bancaire, sauf exception très très rare. Petit focus ponctuel, parce que dans certaines opérations de reprise, vous avez de l'achat d'immobilier qui sert à héberger l'entreprise. Donc l'immobilier professionnel se finance sur 10 à 15 ans de manière générale, et pas au-delà, contrairement à l'immobilier de particulier. En général, le banquier vous finance à taux fixe. Dans certains dossiers un peu plus importants, on parle de plusieurs millions d'euros, on peut être sur du taux variable à une couverture de taux, c'est un peu particulier. Et autre point de vigilance aujourd'hui, c'est que suivant les montants que vous sollicitez, le banquier peut être amené à vouloir partager, on appelle ça du pool bancaire, c'est un terme interne à la banque, à plusieurs. C'est-à-dire qu'au-delà de 400 000 à 500 000 euros de financement, il est possible que votre banquier vous demande, quand vous allez le voir, de partager avec un autre établissement. Donc, et c'est d'autant plus vrai si l'entreprise que vous allez acheter demain matin a éventuellement déjà 2 ou 3 banques. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent parce que les banquiers aiment bien partager la vision du risque qu'ils ont sur un dossier. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas mis, mais on vous le remettra, je pense, dans la slide qu'on diffusera, ce sont les garanties. La slide a sauté. En termes de garantie, les banquiers, en fait, la première des garanties sur un financement d'acquisition, c'est le nantissement des titres. Le nantissement des titres, ça veut dire que vous ne pourrez pas vendre l'entreprise que vous avez achetée sans leur accord. C'est partie des classiques, entre guillemets, du banquier. Mais ceci dit, ça ne va pas l'empêcher d'être… Dans le cas où l'entreprise est en difficulté, ça ne permettra pas de rembourser son crédit. Donc souvent, ce que le banquier fait avec le nantissement des titres, il va souvent demander la garantie de BPI, et Sandrine reviendra dessus tout à l'heure, pour s'assurer qu'en cas de malheureusement de défaut, il puisse récupérer une partie des fonds qui vous auraient été prêtés. Le troisième point qu'il va souvent vous demander, c'est une assurance sur vous, c'est-à-dire que si malheureusement il vous arrive quelque chose, que le crédit soit remboursé, puisque vous êtes en général essentiel dans le projet de reprise, et si malheureusement vous n'êtes plus là ou en incapacité de travailler, il va vouloir être remboursé. Et le dernier point, qui est un sujet toujours sensible, c'est que dans certains cas de figure, il peut être amené à vous demander une caution personnelle pour s'assurer que si malheureusement vous n'êtes pas en mesure de rembourser, si l'entreprise n'est pas en mesure de rembourser, il vous demandera peut-être de prendre un complément à votre charge. Donc c'est le fameux sujet de la caution personnelle qui est souvent évoqué dans les cadres de reprise. Voilà, Sandrine, je vous laisse la parole par rapport au financement et aux garanties qu'on a rapidement évoquées. Merci beaucoup, Jérôme. Effectivement, BPI France, vous allez le voir sur la présentation que je vais faire sur les quelques minutes qui nous restent, permet d'intervenir à peu près à tous les stades de cette reprise d'entreprise. Pour vous, c'est qui BPI France? C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, davantage avec la crise sanitaire. C'est un organisme, un établissement de place, banque publique unique, qui est un peu le bras armé de l'État et qui va venir faire un levier ou en tout cas encourager la pérennité et la croissance des entreprises françaises auprès des acteurs qui financent ou qui accompagnent effectivement ces projets-là.
BPI France, c'est un continuum, va intervenir dans un continuum de financement, donc va intervenir sur la création d'entreprises, sur le développement, sur notamment des sujets de start-up ou international, et bien entendu sur la partie transmission. On pourrait croire que la transmission est moins risquée que la création d'entreprise, et pour autant, auprès des banquiers, la transmission reste aussi risquée, effectivement, que la création d'entreprise, parce que souvent, le financement est logé sur un véhicule financier, donc une holding, comme l'a dit Jérôme, et la banque se trouve sans pouvoir prendre de garantie, en fait, sur l'entreprise commerciale. Et à ce titre-là, effectivement, va solliciter des garanties connexes. Comme vous le voyez, on a voulu aussi reprendre le nouveau dispositif. Mélissa en a parlé effectivement en préambule. Les réseaux d'accompagnement, Réseau Entreprendre Initiative France, sont primordiaux dans la réussite des reprises d'entreprise. Et ce système, effectivement, de prêt d'honneur est indispensable pour compléter, effectivement, les fonds propres. Et moi qui vois passer, effectivement, l'ensemble des dossiers bancaires, un dossier qui est porté par un réseau d'accompagnement est vu différemment qu'un dossier, effectivement, qui serait passé en dehors, puisque ces dossiers font l'objet d'une commission par des experts et permettent justement d'avoir une crédibilité assurée. Et l'accompagnement qui complète effectivement ces prêts d'honneur est essentiel dans la réussite. Donc ce prêt d'honneur, effectivement, qui s'appelle Création Reprise d'entreprise, a été monté récemment, vous le voyez, en 2021. Et va favoriser l'essor en fait des réseaux d'accompagnement pour additionner, compléter, augmenter les solutions qui sont du coup permettre un effet de levier supplémentaire et qui reprend l'ensemble des caractéristiques d'un prêt d'honneur classique avec un prêt à taux zéro, sans garantie, avec voilà, une variable compris, vous voyez, même pour des petits projets entre 1 000 € et 80 000 €. L'interlocuteur privilégié de ce dispositif, c'est bien entendu les réseaux d'accompagnement. Ce sont vos interlocuteurs privilégiés en fait pour ce dispositif-là qui démarre et qui prend de l'essor et sur lequel il y a une vraie force de frappe, notamment via les outils BPI France qui permettent de compléter déjà tous les actions engagées et les financements réalisés par les réseaux d'accompagnement. Donc là, on va venir renforcer en fait les fonds propres dans le plan de financement. Hein, on l'a dit, 30%, c'est effectivement les dossiers sont bien montés quand ils sont réalisés avec des fonds propres conséquents. On a un dispositif, Pierre-Yves l'a soulevé dans son projet de reprise, qui est le contrat de développement transmission. Guillaume, merci. Ce contrat de développement transmission, il vient vraiment compléter en fait les fonds propres du porteur de projet. L'avantage principal, comme l'a dit Pierre-Yves, c'est son différé de 2 ans de remboursement du capital. On sait que les 2 années sont charnières, les 2 années de reprise sont charnières en fait dans ces opérations-là parce qu'on n'est pas forcément dans l'entreprise, parce qu'on découvre des choses, parce qu'il y a effectivement peut-être un dividende qui va venir un peu fragiliser la trésorerie ou un complément de prix, un crédit vendeur qui peut-être un peu alourdir les remboursements sur les premières années. Ce différé de 2 ans, il est quasi indispensable pour justement pérenniser ces 2 premières années un peu délicates. Vous le voyez, il a un montant compris entre 40 000 et 650 000 €, donc ça permet vraiment d'avoir un spectre assez large sur des opérations à la fois de TPE et de PME. Hein. On reste dans ce canevas-là. Il est éligible aux entreprises cibles qui ont plus de 3 ans, puisque ce ne sont pas des dispositifs dédiés sur des sujets de création. Pour autant, la holding véhicule financier, bien sûr, peut être en création d'entreprise sans difficulté.
L'articulation, vous le voyez, on n'est pas là pour se substituer en fait au financement bancaire, on est là vraiment pour faire un effet de levier. Et donc, du coup, on plafonnera en fait le financement à 40% maximum de la dette bancaire pour laisser la banque intervenir aussi dans le projet, puisque la banque est une banque indispensable, puisqu'elle va être la banque de votre quotidien aussi. Et donc, sur cette partie-là, on va avoir aussi un levier pour la banque qui est la contre-garantie des prêts bancaires. Sur ce dispositif de contrat de développement-transmission, le point très important aussi et l'atout principal en fait de ce dispositif, c'est qu'il n'a aucune garantie réelle. Donc, on ne prend pas de caution personnelle en fait du porteur de projet. On ne prend pas de garantie non plus sur la cible comme un nantissement de titre. Il n'y a aucune garantie qui est demandée. Juste comme le disait Jérôme, par mesure de précaution, on prendra une assurance d'essai. Il y aura aussi, je ne l'ai pas forcément précisé dans la slide, mais 5% de retenue de garantie, puisqu'il n'y a pas de garantie. Au lieu de débloquer 100 000 euros, on débloquera 95 000 euros. Et ce dépôt de garantie sera restitué à la fin du contrat. Donc, il faut bien prendre en compte ces petits 5% dans l'équilibre de votre plan de financement et notamment au niveau de vos apports. Voilà, donc c'est un dispositif qui est déployé au niveau national, qui fonctionne très très bien. L'avantage de ce dispositif-là aussi, c'est que vous pouvez venir directement nous solliciter. Vous le verrez sur la partie garantie, ce sont plutôt les banques qui nous sollicitent, mais dans le cas où vous souhaitez un partage de financement où là, BPI France interviendra en direct, vous pouvez aller voir vos interlocuteurs en région. Donc, soit vous passez par le site BPI France et vous faites une demande en ligne, et je pense que Guillaume mettra les coordonnées, soit vous pouvez aller en fait dans les directions régionales compétentes. Il faut savoir que BPI France a 49 implantations au niveau national. On aime à dire qu'on est au plus près en fait de nos porteurs de projets et de nos dirigeants, puisque plus de 90% en fait des décisions sont portées par les directions régionales, ce qui permet une proximité et une rapidité aussi d'exécution. Sandrine, effectivement, pour rejoindre tes propos, pour contacter BPI France, j'ai mis le lien sur la slide. Donc, il faut savoir que le replay et le support de présentation seront disponibles dès demain sur le site de bpifrance-création.fr. Et sur chaque slide, il y a des liens cliquables, donc vous pourrez accéder à des contenus et notamment des contacts tels que BPI France, Réseau Entreprendre. Voilà. C'est un dispositif qui marche très bien, qui pérennise la reprise et qui crédibilise aussi le projet. Et la banque, quand elle voit un dossier qui effectivement est déjà en contact avec BPI France et avec un réseau d'accompagnement, regarde forcément avec un peu plus d'intention les dossiers que vous pourriez leur proposer. L'atout principal aussi de BPI France et d'autres organismes, je vais le citer, c'est la contre-garantie des prêts bancaires. Il n'y a quasiment ou très très peu de dossiers qui passent sans avoir ce bénéfice de cette garantie bancaire, puisque la banque va chercher vraiment à mutualiser son risque et à permettre de limiter son exposition dans cette finalité qui est quand même assez risquée, et donc va rechercher systématiquement à partager son risque avec un organisme de garantie. Alors, il y a BPI France, bien entendu, qui officie dans ce segment-là, mais d'autres organismes publics aussi existent, comme la CAJ pour tout ce qui est commerce de proximité, artisans. Il y a également France Active Garantie qui travaille aussi sur de la mutualisation de risques, ou même des acteurs privés bancaires qui sont intégrés en fait dans les banques. J'ai en tête par exemple Socama pour les banques populaires ou la SACEF pour les caisses d'épargne. Enfin, voilà, il y a de toute façon des leviers. Alors, je vais vous parler principalement du coût de la contre-garantie de BPI France, puisque c'est une garantie que je connais bien, puisque je l'anime sur mon territoire en Île-de-France. Ce sont des dossiers qui nous parviennent en fait essentiellement par les réseaux bancaires.
à l'appui d'une étude complète de l'ensemble en fait des documents qui ont été évoqués par Jérôme. La banque va faire une étude et va nous transmettre son étude et les documents que vous-même vous aurez réalisés avec un aval favorable sous réserve d'un partage de risque. Il faut avoir en principe tous les dossiers. Il est rare qu'on rencontre le porteur de projet. On va le rencontrer quand on a une articulation qu'on ne comprend pas forcément, ou on parlait du parcours professionnel. Il peut y arriver certains dossiers un peu atypiques où on a besoin de rencontrer le porteur de projet, mais en général, effectivement, tout se passera en échange avec la banque. Comme vous le voyez, de façon générale, on couvre la moitié du risque de la banque en cas de défaut, en cas de procédure collective. Avec le plan de relance, l'État a voulu booster en fait ce soutien aux banques et aux entreprises. Et donc, sur cette fenêtre de titre de 2021-2022, au niveau national, on peut prendre jusqu'à 70% du risque de la banque. Et dans certaines régions, de plus en plus, les régions signent des accords de partenariat avec BPI France. On peut porter la garantie globale jusqu'à 80%. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que quelque part, ça va limiter aussi votre exposition personnelle. Donc le fait d'avoir une garantie BPI France n'exclut pas que vous portiez garant de cette opération. De façon générale, c'est statutaire en fait chez BPI France. Les cautions personnelles sont toujours limitées au maximum à 50% de l'encours de crédit. Que vous soyez une ou deux ou trois personnes, on ne dépassera pas en fait 50% et on exigera ça de l'établissement bancaire. Ça limitera effectivement d'autant. Après, c'est aussi une question de négociation. Un dossier où il y aura des apports plus conséquents, il y aura peut-être aussi la possibilité de négocier une réduction d'engagement personnel. En général, sur des opérations de LBO, la caution, elle reste quand même un élément de garantie assez systématique. Voilà, donc… Une question de Jean-Pascal. Oui. Sandrine. Les banques peuvent-elles demander une caution personnelle en plus d'une garantie BPI obtenue à 70%? Oui, tout à fait. Alors, il faut avoir en tête que la garantie BPI France est une garantie en perte finale. Donc, les garanties vont être actionnées, la caution personnelle peut être actionnée doit être actionnée avant en fait BPI France. Et donc, on peut tout à fait avoir des dossiers en ce moment où on a une garantie à 70% et une caution personnelle à 30%. Donc, c'est assez régulier sur ce type d'opération. Très bien. On va passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez identifié des questions, Jérôme, Sandrine, Mélissa? Merci, Sandrine, pour l'intervention. Du coup, il y avait une question de Paul. Dans le cadre d'une reprise hors de ma région, dois-je contacter l'antenne BPI et Réseau Entreprendre du lieu de la cible ou du lieu du siège de ma holding? Alors, moi, je privilégierai la cible. Je vais laisser Mélissa répondre aussi et puis je compléterai. Oui, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est la cible, puisque ce sont les emplois qui sont sur le territoire dit, en tout cas qui intéressent Réseau Entreprendre. Donc, il s'agit véritablement de l'endroit où est installée l'entreprise et de là où elle réalise son activité. Et de manière générale, je rajouterais que même pour les partenaires bancaires, c'est quand même plus cohérent d'aller chercher des partenaires bancaires qui sont proches de l'entreprise en termes de territoire. Donc, généralement, moi, sur des porteurs de projets, quand les dossiers sont plus en province, on a tendance à aller voir les banquiers locaux qui sont beaucoup plus ouverts parce qu'ils connaissent le tissu économique. En fait. Et puis, il y a des dispositifs régionaux qui, effectivement, appuient aussi l'ensemble des dispositifs. Exactement. Moi, j'ai eu le cas notamment chez BPI. On a eu une très bonne surprise dans le nord de la France sur un dossier que j'ai fait l'année dernière où, par des accords avec l'Europe, la garantie était offerte, entre guillemets, au repreneur. Donc, le repreneur n'avait pas à payer les frais de garantie BPI. Donc, c'est assez intéressant.
dispositif qui existait dans le Nord, mais qui n'existe pas dans d'autres régions particulièrement. C'est vraiment des accords locaux. Donc, c'est vraiment très important, je pense, d'aller voir des acteurs locaux. Je confirme, ça n'existe pas en Île-de-France. Une autre question une question de Teddy. Comment éviter de mettre en garantie ses biens personnels, liquidités, immobilier, auprès de la banque pour l'obtention d'un prêt? Alors, si je peux répondre, c'est dans les conditions générales de BPI France. Lorsque vous avez une couverture en garantie BPI France, le patrimoine en fait de la caution, la résidence principale n'est pas pris en compte dans le patrimoine de la caution en cas de résiliation judiciaire. Et donc, ça protège le dirigeant qui propose effectivement ou qui donne sa caution en gage. Pour le reste, en fait, c'est une question de capacité de négociation sur le dossier qu'on a avec le banquier en face, en fait. Suivant la qualité du dossier, les apports, il se peut qu'il n'y ait pas de caution, comme dans certains cas. En dehors de la résidence principale, à ma connaissance, moi, il n'est pas possible, enfin, à part des montages très particuliers, mais de sécuriser son patrimoine, malheureusement. Puisque c'est des cautions qu'on appelle à objet général, affectés à un crédit, mais donc le banquier va vous mettre en jeu éventuellement votre patrimoine complet hors résidence principale, comme l'a évoqué Sandra. Merci. Une autre question, une question de Soraya. De quelle taille sont généralement les entreprises accompagnées par Réseau Entreprendre? Y a-t-il des conditions sur le CA et le nombre d'employés prévus? Comme je le disais tout à l'heure, Réseau Entreprendre s'intéresse plutôt aux entreprises qui ont des possibilités de développement et donc qui vont créer de l'emploi à terme. Alors, ça dépend effectivement des associations. Chacune a des critères qui sont différents. En tout cas, de manière générale, on est au minimum soit sur 5, soit sur une dizaine d'emplois repris, avec un projet de développement à terme. Effectivement, si on vient voir une asso en disant j'ai trouvé une cible, il y a 10 collaborateurs, mais avec tel investissement industriel, on passe à 2, ça ne va pas forcément nous convenir. On veut vraiment qu'il y ait de l'emploi. Donc, pas de conditions particulières par rapport au chiffre d'affaires, mais plutôt par rapport aux collaborateurs qui sont dans l'entreprise et les projets de développement que le repreneur a pour cette entreprise. Et tant que tu me laisses la parole, Guillaume, je voulais préciser, puisque j'ai un peu dit des choses contradictoires dans le chat, le moment pour intervenir pour Réseau Entreprendre, effectivement, est le moment de la reprise d'entreprise. Vous avez, pour solliciter une association, jusqu'à 6 mois après la reprise pour pouvoir la solliciter. Néanmoins, je vous conseille fortement d'aller les voir en amont, avant la reprise, pour justement pouvoir avoir un regard extérieur de votre projet de reprise, pouvoir confronter un petit peu les montants, les conditions, etc., qui sont liées à la reprise par des chefs d'entreprise, et ça vous sera davantage bénéfique. De manière complémentaire, Mélissa, globalement aujourd'hui, sauf erreur de ma part, mais que ce soit des banques ou les réseaux d'accompagnement comme Réseau Entreprendre, ils demandent tous d'avoir un document quand même juridique signé de manière générale pour commencer une étude approfondie du dossier. Et je trouve que c'est important. Voilà. En gros, l'idée, c'est que quand vous êtes mis d'accord avec votre vendeur, soit sur une lettre d'intention ou un protocole, d'enclencher directement les démarches auprès des réseaux d'accompagnement comme Réseau Entreprendre, auprès éventuellement de BPI France si vous sollicitez un contrat, et auprès des partenaires bancaires. Et de le faire en parallèle, puisque forcément, le timing étant un peu serré sur un projet de reprise, c'est bien d'y aller en même temps partout. Mais il vous faut un document juridique. Vous pouvez toujours aller voir ces partenaires-là en amont, mais il n'y aura, à mon sens, pas d'étude de dossier sur l'amont. Il faut vraiment un document signé. Oui, tout à fait. Et effectivement, pour les banques notamment, pour les assos Réseau Entreprendre, ce document juridique n'est pas obligatoire pour aller taper à la porte, et je vous conseille même d'y aller avant, puisque nous, dans notre rôle, on a vraiment un rôle d'accompagnement, et dans la lettre d'intention, dans le protocole, les choses sont fixées, et il y a pas mal de choses qui sont déjà écrites, donc après, on ne peut plus forcément faire bouger beaucoup de choses. Donc nous, c'est vrai qu'on aime bien arriver un peu avant, justement pour avoir un regard et pour vous donner le regard d'expert avant que les choses soient juridiquement signées. Et pour Soraya qui demande si le document juridique, c'est une lettre d'intention signée, si elle est assez complète, oui, ça peut suffire. Si c'est juste une lettre d'une page avec quelques éléments, ça sera peut-être un petit peu court pour aller voir notamment un banquier qui demandera le protocole. Mais si la note d'intention est très complète, ça suffira.
a priori. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions durant le webinaire, de par les interventions. Il y a eu beaucoup de réponses aussi par écrit. Jérôme, Sandrine, Mélissa, vous avez bien répondu. Pierre-Yves aussi, j'ai vu dans le chat que vous avez pas mal répondu. Désolé pour le problème de son. Sachez que vous pourrez retrouver le support de présentation et le replay de ce webinaire sur bpifrance-création.fr/webinaire. Dès demain, il sera disponible sur cette page. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Je vous donne rendez-vous le 7 avril 2022 à 11h pour le prochain webinaire BPI France Création qui sera intitulé 5 étapes pour définir une stratégie de communication digitale. Merci à toutes et à tous. Merci aux intervenants d'avoir participé à ce webinaire. Merci Pierre-Yves, Benoît, Sandrine, Jérôme, Christophe qui était en bac et Mélissa. Merci à tous les participants. Voilà. À bientôt et au revoir. Au revoir. Salut, à bientôt. Merci, à bientôt.